Je m'appelle Rémi Dubois. J'ai 43 ans et j'ai passé les 12 dernières années à bâtir ma société de conseil à partir de rien. J'aide les startups à décoller, à transformer des idées en entreprises rentables. C'est un travail gratifiant et cela nous a assuré une bonne vie. Clotilde travaille dans le marketing chez Hachette et Associés, l'une de ces agences de taille moyenne qui gère les événements d'entreprise et les relations publiques. Nous avons un fils de 7 ans, Gabriel, qui est le centre de notre univers. Du moins, je pensais qu'il était le centre de nos deux univers. La soirée d'entreprise avait lieu à l'hôtel Le Bristol en centre-ville. Clotilde en parlait depuis des semaines, l'importance que cela revêtait pour sa carrière, la présence des associés seniors. Elle avait acheté une nouvelle robe, s'était fait coiffer, tout le nécessaire. J'étais fier de son ambition, fier d'être son mari. Cette fierté n'a duré que 47 minutes après le début de la soirée. J'étais debout près du bar, sirotant un Perrier, et regardant Clotilde charmer l'assistance. Elle était douée pour ça. Toujours. C'est alors qu'un homme s'approche de moi. Grand, costume coûteux. Ce genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais entendu un « non ». Vous devez être Rémi, dit-il en me tendant la main. Amaury Lefebvre, je travaille avec votre femme. Je lui serre la main, je remarque que sa poignée est inutilement ferme. Enchanté de vous rencontrer, Amaury. Il jette un regard autour de la salle, puis revient à moi avec un sourire suffisant. Alors, vous êtes le mari dont tout le monde parle. Quelque chose dans son ton raidit mon ventre. Tout le monde parle de moi. Amaury se penche, et je peux sentir une eau de Cologne chère mélangée à du whisky haut de gamme. Laissez-moi vous donner un conseil gratuit, mon pote. La soirée de votre femme, ce n'est pas vraiment votre milieu. Ces gens, ce monde, c'est probablement au-dessus de vos compétences. Je sens ma mâchoire se crisper, mais je garde une voix stable. Ah oui? Regardez autour de vous, dit Amaury en désignant avec son verre. Voyez comme elle s'intègre ici. Comme c'est naturel pour elle. Certaines personnes sont faites pour de plus grandes choses. Certaines personnes dépassent leur environnement. La façon dont il a dit environnement en me regardant droit dans les yeux rend tout limpide. Ce n'était pas juste une petite discussion entre collègues arrogants. C'était un message. Amaury, dis-je doucement. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Il rit. Un vrai rire. Si, je sais, Rémi. Vous êtes le choix sûr. Le type fiable qui paie les factures pendant qu'elle court après ses rêves. Mais les rêves ont une façon de changer, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, Clotilde apparaît à côté de nous, le visage rougi par le vin et la tension. Amaury, je vois que vous avez rencontré mon mari, dit-elle, mais quelque chose clochait dans son ton. Trop vif, trop forcé. Nous faisions juste connaissance. Répondit Amaury, sans jamais me quitter des yeux. Rémi m'expliquait son petit cabinet de conseil. Je n'avais jamais parlé de mon entreprise. La réalisation me frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Il parlait de moi, de nous. Eh bien, dit Clotilde en passant son bras sous celui d'Amaury. La présentation va commencer. Amaury travaille sur cette campagne depuis des mois. Elle n'a pas passé son bras sous le mien. Elle n'a même pas regardé. C'est là que j'ai su. Debout dans cette salle de réception d'hôtel, voyant ma femme depuis 15 ans s'accrocher au bras d'un autre homme pendant qu'il me souriait comme si j'étais une blague. Je savais que mon mariage était fini. La question était, que allais-je faire? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas du tout. Je suis resté allongé sur notre lit king size, fixant le plafond pendant que Clotilde prenait sa douche, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas. Quand elle est enfin venue se coucher, elle s'est endormie en quelques minutes. Tournée loin de moi, comme elle l'était depuis des mois sans que je le remarque. À 3h15 du matin, j'abandonne le sommeil et je descends en silence jusqu'à la cuisine. Mon ordinateur portable professionnel était sur le comptoir où je l'avais laissé. Et soudain, je me souviens de quelque chose qui me tracassait. Clotilde avait un deuxième téléphone. Elle appelait son appareil professionnel pour les communications avec les clients, mais elle le gardait comme un secret d'État. Je l'ai trouvé dans son sac à main près de la porte d'entrée, encore tiède d'une utilisation récente. L'écran de verrouillage affichait 2 messages manqués, tous deux provenant d'un contact enregistré sous le nom de AM Amaury Lefebvre.
Mon cœur tambourinait contre mes côtes tandis que j'essayais de deviner son code. Notre anniversaire. Faux. L'anniversaire de Gabriel. Faux. Puis je me suis souvenu d'elle parlant de son numéro de pain de sa fraternité universitaire à Sciences Po. 4 chiffres. Je les ai composés. Le téléphone s'est déverrouillé. Les messages étaient là. Envoyés il y a à peine une heure pendant que j'étais éveillé à l'étage. AM. La soirée était parfaite. Voir son visage quand je lui ai parlé de ta trajectoire n'avait pas de prix. Clotilde, tu as été cruelle. Je me suis presque senti mal pour lui. Presque. AM, ne sois pas faible maintenant. Nous en avons parlé. Il te retient de tout ce que tu mérites. Clotilde, je sais. C'est juste plus difficile que je ne le pensais. AM? La conférence à Nice est dans 3 semaines. Le moment idéal pour officialiser les choses. Ma main tremblait tandis que je faisais défiler les messages plus anciens. Des semaines de messages. Peut-être des mois. Photos de chambres d'hôtel, blagues sur mes histoires d'affaires ennuyeuses, des projets qui ne m'incluaient pas. Mais le pire était un message vocal d'il y a 2 jours. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture, maintenant le volume bas. C'était la voix de Clotilde, mais pas celle que je connaissais. Cette version riait, confiante, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été avec moi depuis des années. Tu aurais dû le voir essayer d'aider Gabriel avec ses devoirs de maths hier soir, disait-elle, devenant si frustrée par des problèmes de CE1. Parfois, je me demande ce que je pensais. Me contenter de quelqu'un d'aussi limité. J'ai arrêté l'enregistrement. Ma poitrine se serrait, comme si quelqu'un pressait mes poumons. Se contenter. Voilà ce que notre mariage de 15 ans était pour elle. Se contenter. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis j'ai soigneusement reposé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Mon esprit s'emballait, mais une pensée dominait toutes les autres. J'avais bâti mon entreprise en ayant toujours 3 coups d'avance sur la concurrence. J'analysais les marchés, prédisais les tendances, aidais les startups à naviguer dans des défis qu'elles ignoraient. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais manqué la plus grande menace pour ma propre vie se déroulant sous mon nez. Amaury Lefebvre pensait avoir affaire à un mari crédule qui ne se battrait pas. Clotilde pensait pouvoir organiser sa stratégie de sortie pendant que je payais les factures et regardais notre fils. Ils allaient tous deux apprendre que sous-estimer Rémi Dubois était une erreur qu'ils regretteraient. J'avais 3 semaines avant Nice. 3 semaines pour découvrir jusqu'où allait cette trahison et ce que j'allais faire. Le gars discret avait fini d'être discret. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 15 ans de mariage. J'ai posé un jour de congé et j'ai suivi ma femme. Clotilde a quitté la maison à son heure habituelle, m'embrassant comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais maintenant, ce baiser me semblait un poison sur les lèvres. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai conduit jusqu'au parking souterrain en face de son immeuble. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11h30, la BMW noire d'Amaury Lefebvre s'est arrêtée devant l'entrée principale. Ma femme en est sortie quelques instants plus tard, non pas par la sortie des employés, mais par le hall principal, comme si elle attendait. Elle est montée dans sa voiture. Ils se sont dirigés vers le parc de Saint-Cloud, le même endroit où Clotilde et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 16 ans. J'ai regardé de loin tandis qu'ils étaient assis sur un banc, sa tête sur son épaule, sa main caressant ses cheveux. C'était intime d'une manière qui me disait que ce n'était pas nouveau. J'ai pris des photos avec mon téléphone, mes mains plus stables que je ne l'aurais cru. Puis j'ai conduit jusqu'à la société de sécurité de mon ami Jérôme, en centre-ville. Jérôme Leroy dirigeait une société de sécurité privée, principalement des affaires d'entreprise, mais il me devait une faveur depuis que j'avais aidé son client start-up à éviter la faillite. J'ai besoin d'équipements de surveillance, lui ai-je dit. Et j'ai besoin de tout savoir sur Amaury Lefebvre. Jérôme n'a pas posé de questions. En moins d'1 heure, j'avais un traceur GPS plus petit qu'une pièce de 1 euro et un rapport d'antécédent qui m'a glacé le sang. Amaury Lefebvre n'était pas juste un cadre marketing ambitieux. C'était un prédateur avec un schéma répétitif. 2 entreprises précédentes, 2 femmes mariées, les 2 relations se terminant par des divorces désordonnés qui laissaient les maris ruinés financièrement. Ce gars est dangereux, Rémi, dit Jérôme en faisant glisser le rapport sur son bureau.
Il cible les femmes accomplies dans des mariages instables, les isole de leur système de soutien, puis passe à l'attaque. Que entends-tu par attaque? J'ai demandé. Attaque financière, a répondu Jérôme. Regardez ça. Robert Chin, de Bordeaux, a perdu son restaurant et la garde de ses enfants. David Torres, de Lille. Faillite et ordonnance de non-communication. Ce Lefebvre ne fait pas que voler des femmes. Il détruit des vies. Je fixe les photos d'hommes brisés qui avaient été à ma place. Comment puis-je l'arrêter? Jérôme s'est penché en arrière sur sa chaise. Vous ne l'arrêtez pas, Rémi. Vous le battez à son propre jeu. Mais vous devez être malin. Des gars comme Lefebvre ont des connexions, des avocats, de l'influence. Si vous les attaquez de manière incorrecte, vous finirez comme ces autres pauvres types. J'ai quitté le bureau de Jérôme avec une mission claire. Je ne me battais plus seulement pour mon mariage. Je me battais pour mon entreprise, mon fils et mon avenir. Amaury Lefebvre pensait cibler un autre mari faible qui accepterait la défaite. Il était sur le point d'apprendre que sous-estimer Rémi Dubois était une erreur. Ce soir-là, j'ai attendu que Clotilde soit sous la douche avant d'installer le traceur GPS sur sa voiture. Mes mains n'ont pas tremblé cette fois. J'étais au-delà de la dévastation émotionnelle et dans un mode purement tactique. Pendant qu'elle se séchait les cheveux à l'étage, j'ai appelé mon avocate, maître Delphine Marchand. Elle s'occupait de l'incorporation de mon entreprise et avait la réputation d'être impitoyable si nécessaire. Delphine, j'ai besoin de discuter des procédures de divorce, dis-je calmement. Je suis désolé de l'entendre, Rémi. Parlons-nous d'un divorce à l'amiable ou contentieux? Demanda-t-elle. Contentieux? Potentiellement très laid. Ma femme a une liaison avec quelqu'un qui a un historique de destruction de mariage contre rémunération. Le ton de maître Marchand s'est aiguisé. Je dois vous voir demain. En attendant, ne la confrontez pas. Ne déplacez aucun argent et documentez tout. Si ce gars a un schéma, nous pouvons l'utiliser. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé une chronologie détaillée, chaque soir tardif au bureau, chaque dépense inexpliquée, chaque changement d'humeur. Le schéma était plus clair maintenant que je savais quoi chercher. Mon entreprise avait atteint une valeur de près de 800 000 euros. Notre maison était remboursée, valant 450 000 euros de plus. Le fonds universitaire de Gabriel atteignait 60 000 euros. En Île-de-France, Clotilde pourrait réclamer la moitié de tout ce qui a été acquis pendant notre mariage. Mais il y avait quelque chose qu'elle ignorait. L'année dernière, j'avais transféré mon entreprise dans une structure de fiducie familiale sur les conseils de Delphine, à des fins fiscales. Clotilde n'était pas bénéficiaire. Elle pourrait réclamer la moitié de la valeur de l'entreprise, mais elle ne pouvait pas me forcer à vendre ou à lui céder le contrôle. Amaury Lefebvre avait choisi la mauvaise cible. Il était habitué aux hommes vulnérables qui avaient construit des entreprises traditionnelles. Moi, j'étais un stratège qui avait passé des années à aider des entreprises à protéger leurs actifs contre les prises de contrôle hostiles. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Clotilde. Je travaille tard encore. Ne m'attends pas. J'ai vérifié l'application du traceur GPS. Sa voiture était au Novotel dans le 15e arrondissement. J'ai pris mon appareil photo et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel. Effectivement, la BMW d'Amaury était dans le parking. J'ai trouvé une table d'angle dans le restaurant du hall avec une vue dégagée sur les ascenseurs. 2 heures plus tard, ils sont descendus ensemble. Clotilde portait la robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'an dernier. Amaury avait la main sur le bas de son dos comme s'il lui appartenait. J'ai pris des photos de tout, leur langage corporel, leur intimité facile, la façon dont Amaury donnait les clés de sa voiture au voiturier comme s'il l'avait déjà fait. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui m'a plutôt fait sourire. Je n'étais plus en colère. J'étais calculateur. Et quand je calcule, je gagne. Amaury Lefebvre n'en avait aucune idée. Il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui se spécialisait dans le redressement de situations en difficulté. La partie était lancée. Rencontrer maître Delphine Marchand le lendemain matin ressemblait à une préparation à la guerre. Son bureau dans le 8e arrondissement donnait sur la ville. Tout en verre et en acier. Le genre d'endroit où les batailles sérieuses sont planifiées et remportées.
Rémi, ce que vous avez découvert sur Amaury Lefebvre change tout. Dit Delphine, examinant le rapport d'antécédents que Jérôme avait compilé. Ce n'est pas seulement de l'adultère. C'est une prédation financière systématique. Elle a étalé des documents juridiques sur sa table de conférence en acajou. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous allons transférer tous vos actifs commerciaux dans une fiducie irrévocable. Votre fils Gabriel en sera le bénéficiaire avec vous comme fiduciaire. Clotilde ne peut pas toucher ce à quoi elle n'a jamais eu légalement accès. Est-ce légal? Demandai-je. Parfaitement légal. L'entreprise était la vôtre avant le mariage, et la structure fiduciaire est pour des raisons de fiscalité et de planification successorale. C'est exactement ce que je recommanderais à tout chef d'entreprise de votre âge, répondit Maître Marchand avec un léger sourire. Le fait que cela vous protège du stratagème de Lefebvre n'est qu'une heureuse coïncidence. Ensuite, elle a sorti des formulaires de transfert bancaire. Nous allons également ouvrir de nouveaux comptes dans une autre banque. Vous conserverez le minimum requis sur les comptes joints pour éviter les soupçons, mais vos véritables actifs seront protégés. J'ai signé document après document, ayant l'impression de construire une forteresse autour de tout ce que j'avais créé. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'assurer que l'avenir de Gabriel reste sécurisé, indépendamment de ce que sa mère choisirait de faire. Maintenant, pour la stratégie offensive, poursuivit Delphine. J'ai contacté les autres victimes du stratagème de Lefebvre. 2 d'entre elles sont prêtes à témoigner de son schéma de comportement. Nous allons déposer une plainte civile contre lui pour complot en vue de commettre une fraude. Peut-on faire ça? Demandai-je. Nous pouvons essayer. Au minimum, cela le mettra sur la défensive et exposera ses méthodes. Plus important encore, cela enverra un message à Clotilde sur le genre d'homme avec qui elle est réellement impliquée. Cet après-midi-là, j'ai allé chercher Gabriel à l'école. Mon fils de 7 ans bavardait de sa journée, complètement ignorant que son monde était sur le point de changer. Nous nous sommes arrêtés pour une glace, et je me suis surpris à tout mémoriser, son rire, la façon dont il avait du chocolat sur le nez, combien il me faisait confiance. « Papa, pourquoi as-tu l'air triste ?» demanda Gabriel, étudiant mon visage avec ses yeux perspicaces qui me rappelaient tant sa mère. Je réfléchis juste à des trucs de boulot, mon grand, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Rien dont tu doives t'inquiéter. Mais en privé, je pensais à comment le protéger de la tempête qui s'annonçait. Clotilde pensait pouvoir s'en aller avec la moitié de tout et recommencer avec Amaury Lefebvre. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais passé toute ma carrière à aider les gens à naviguer dans les crises. Et j'avais appris que la clé de la survie était d'avoir toujours 3 coups d'avance sur le désastre. Lefebvre avait peut-être détruit d'autres familles, mais il n'affronterait jamais quelqu'un qui comprenait la stratégie commerciale comme moi. Chaque mouvement que je faisais maintenant était calculé pour protéger ce qui comptait le plus, l'avenir de mon fils et ma capacité à rester son père. Le consultant discret allait leur montrer à tous deux à quoi ressemble le vrai pouvoir. La réunion parents-professeurs était censée être de routine. Clotilde et moi avions fait cette même danse chaque semestre depuis que Gabriel avait commencé la maternelle, mais rien ne semblait plus de routine. Nous étions assis sur ces petites chaises en plastique dans la classe de Madame Henderson, faisant semblant d'être une famille heureuse tout en discutant des progrès de notre fils en CE1. Clotilde était sur son téléphone, consultant des messages professionnels importants pendant que Madame Henderson parlait des compétences en maths de Gabriel. « En fait, pourrions-nous reporter ça ?» interrompit Clotilde. « J'ai une urgence professionnelle qui nécessite mon attention immédiate. » Madame Henderson eut l'air confuse. « Bien sûr, mais ces réunions sont importantes pour le développement de Gabriel. »« Rémi peut gérer ça, » dit Clotilde d'un ton négligent, se levant déjà. « Il a plus de temps libre que moi ces jours-ci. » L'insulte m'a piqué, mais ce qui s'est passé ensuite a été pire. Alors que Clotilde se dirigeait vers la porte, elle a failli entrer en collision avec un autre parent entrant dans la classe. « Clotilde » s'exclama la femme. C'était Sophie Fournier, mère de Tommy de la classe de Gabriel. « Je ne savais pas que tu étais là ce soir. »« Je pars, en fait, » répondit Clotilde, mais sa voix semblait tendue. L'expression de Sophie devint inconfortable. « Eh bien, j'espère que tout s'arrangera pour vous. La situation entière doit être si difficile. » Mon sang se glaça. « Quelle situation ?» demandai-je. Sophie regarda entre Clotilde et moi,
réalisant clairement qu'elle avait fait une erreur. Oh, je voulais juste dire, eh bien, tout le monde parle d'eux. Delphine, j'ai vraiment besoin de partir, dit Clotilde sèchement. Mais Sophie, que Dieu la bénisse pour son honnêteté, continua. À propos de toi et cet homme de ton bureau. Quelqu'un vous a vu au bistrot romain la semaine dernière et, eh bien, les nouvelles circulent. Je suis désolé, Rémi. Je pensais que tu savais. La salle de classe tomba dans un silence, à part le bourdonnement des néons. Madame Henderson prétendit s'occuper de papier, mais je pouvais voir son choc. D'autres parents dans le couloir avaient cessé de parler, sentant le drame. Le visage de Clotilde devint blanc, puis rouge. Sophie, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. J'ai vu les photos moi-même. Répondit Sophie doucement. Sarah Peterson les a prises alors qu'elle déjeunait là-bas avec sa mère. Clotilde. Chérie, la moitié des parents de l'école les a déjà vus. Je me levai lentement, sentant tous les regards braqués sur moi. L'humiliation était totale. Non seulement ma femme trompait, mais apparemment, tout le monde à l'école de notre fils était au courant, sauf moi. Merci de m'avoir informé, Sophie, dis-je calmement. J'apprécie votre honnêteté. Clotilde s'enfuit de la classe sans un mot. Je terminai la réunion avec Madame Henderson, qui n'arrêtait pas de s'excuser pour le malaise, puis je marchai jusqu'à ma voiture en transe. Mon téléphone vibra avec un SMS de Clotilde. Nous devons parler quand tu rentreras. Je restai assis sur le parking de l'école pendant 10 minutes à regarder d'autres familles quitter le bâtiment. Des familles normales avec des problèmes normaux. Je pensais à Gabriel à l'intérieur, jouant dans le programme après l'école, ignorant que les parents de ses camarades discutaient de l'aventure de sa mère. L'humiliation publique changea quelque chose de fondamental en moi. Il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. Il s'agissait de ma réputation, de la réputation de mon fils, et de ma position dans la communauté que j'appelais ma maison depuis 8 ans. Amaury Lefebvre avait rendu cela personnel. Il avait transformé ma douleur privée en divertissement public. Il était sur le point d'apprendre que certains combats ne se terminent pas calmement. L'appel de la mère de Clotilde arriva à 7 heures du matin, 3 jours après la catastrophe de la réunion à l'école. Madeleine Martin avait été plus une mère pour moi que la mienne, et entendre sa voix trembler de colère me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. « Rémi, mon chéri, j'ai besoin de te voir, dit-elle, sans Clotilde. Peux-tu venir ce matin ?» Madeleine vivait dans la même maison où Clotilde avait grandi, une modeste maison à 2 étages à Meudon avec un jardin qui avait connu 40 ans de soins attentifs. Quand j'arrivai, le mari de Madeleine, François, m'attendait dans le salon, son visage habituellement jovial marqué de lignes dures. « Assieds-toi, mon fils, dit François en désignant le canapé où j'avais regardé d'innombrables matchs de rugby au fil des ans. Nous devons parler. Madeleine apporta du café, ses mains tremblant légèrement en posant les tasses. Rémi, nous savons pour Amaury Lefebvre. Jennifer Fournier m'a appelé hier. Elle pensait que nous devions la prendre d'un ami plutôt que par les potins de voisinage. Je sentis mon cœur sombrer. L'humiliation s'étendait au-delà des parents d'élèves. Nous avons confronté Clotilde hier soir, continua François, exigeant qu'elle nous dise la vérité. Ce qu'elle nous a dit nous a rendus malades. Madeleine s'assit à côté de son mari, les larmes se formant déjà dans ses yeux. Elle dit, vous deux, vous vous êtes éloignés depuis des années. Que vous ne comprenez pas ses ambitions professionnelles. Que Amaury l'a fait se sentir à nouveau vivante. A-t-elle mentionné son historique? Demandai-je, les autres mariages qu'il a détruits. La mâchoire de François se serra. Nous lui avons parlé de la vérification des antécédents que tu as partagés avec nous. Elle a dit, vous inventez des choses par jalousie. Elle nous a traités de naïfs pour avoir cru à des accusations désespérées. La trahison me frappa comme un coup physique. Clotilde avait retourné mes propres beaux-parents contre mes preuves. Leur faisait douter de leur jugement pour me soutenir. Mais voilà la chose, dit Madeleine en tendant la main pour prendre la mienne. Nous te connaissons depuis 16 ans, Rémi. Nous t'avons regardé bâtir ton entreprise à partir de rien. Vu comment tu aimes notre petit-fils. Témoin de ton caractère dans les moments difficiles. Nous savons qui tu es. Clotilde est notre fille, ajouta François. Mais elle a tort à ce sujet. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux,
abandonner sa famille pour un homme avec la réputation d'Amaury Lefebvre est inexcusable. Madeleine sortit une enveloppe de son sac à main. Voici une lettre que nous avons écrite à Clotilde. Nous lui disons que si elle va jusqu'au bout de ce divorce, si elle déchire la vie de Gabriel pour cet homme, elle n'est plus la bienvenue chez nous. Je fixai l'enveloppe, submergé par leur loyauté. Madeleine, François, je ne peux pas vous demander de choisir un camp entre votre fille et moi. Vous ne demandez pas, dit François fermement. Nous choisissons. Clotilde a oublié que le mariage est une question d'engagement, de se battre pour ce que l'on a construit ensemble. Elle agit comme une enfant gâtée qui veut un nouveau jouet. Nous changeons également notre testament, ajouta Madeleine calmement. Le fonds universitaire de Gabriel auquel nous avons contribué. Il ira dans une fiducie à laquelle seul toi peux accéder. Clotilde a clairement indiqué qu'elle prévoyait une nouvelle vie en Provence. Elle n'aura plus besoin de notre aide. Je suis rentré chez moi avec le sentiment d'avoir gagné des alliés mais perdu une partie de ma famille pour toujours. La maison semblait différente quand j'entrais, chargée de tensions inexprimées. Clotilde était dans la cuisine, le visage rouge d'avoir pleuré. La lettre de ses parents était froissée sur le comptoir. « Ta petite enquête a retourné mes propres parents contre moi, dit-elle sans me regarder. La vérité a fait ça, Clotilde, répondis-je, pas mon enquête. Elle se retourna brusquement, la fureur brillant dans ses yeux. La vérité ? La vérité, c'est que tu es devenu un mari contrôlant et paranoïaque qui ne supporte pas l'idée que je réussisse sans toi. La vérité, c'est qu'Amaury Lefebvre est un prédateur, dis-je calmement. Et tu es soit sa complice, soit sa victime. Dans tous les cas, tu es en train de détruire la vie de notre fils. N'ose pas impliquer Gabriel là-dedans, claqua-t-elle. Gabriel est déjà impliqué, répondis-je, à partir du moment où tu as décidé que sa mère était moins importante que ton aventure. La réunion que Maître Marchand avait organisée eut lieu dans une salle de conférence stérile en centre-ville. Le genre d'endroit où les batailles d'entreprise sont planifiées et exécutées avec une précision chirurgicale. De l'autre côté de la table étaient assises Jennifer Torres et David Chin. Deux des anciennes victimes d'Amaury Lefebvre, ainsi que leur avocate, Sarah Rodriguez. Messieurs, commença Delphine. Nous sommes ici pour discuter d'une stratégie juridique coordonnée contre Amaury Lefebvre et potentiellement Hachette et associés pour leur rôle dans la facilitation de son comportement prédateur. Jennifer Torres parla la première. Sa voix était ferme, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Lefebvre a détruit mon mariage en utilisant exactement le même manuel de jeu qu'il utilise sur votre femme. Soirée d'entreprise, réunion tardive, voyage d'affaires qui n'étaient pas vraiment des affaires. Au moment où j'ai compris ce qui se passait, il m'avait isolé de tous ceux qui auraient pu me mettre en garde. David Chin sourit sinistrement. La manipulation financière était sophistiquée. Il a convaincu mon ex-femme d'exiger des actifs spécifiques dans notre accord de divorce. Des actifs qui rendaient commodément mon entreprise non viable. En 6 mois, j'étais en faillite et la société de Lefebvre s'était précipitée pour acheter ma liste de clients aux enchères. Quel est le rôle de Lefebvre chez Hachette et Associés ? Demanda Sarah Rodriguez. Associé principal, répondis-je. Il gère les grands comptes d'entreprise et a une influence significative sur la politique de l'entreprise. Delphine fit glisser un document sur la table. C'est là que ça devient intéressant. Nous avons découvert que Lefebvre utilisait les ressources de Hachette pour rechercher la situation financière de ses cibles. Base de données d'entreprise, vérification de crédit, évaluation d'entreprise, tout cela accessible sous prétexte de développement de clientèle potentielle. C'est de l'espionnage d'entreprise, dit Sarah en étudiant les papiers. Nous pouvons déposer des plaintes auprès du barreau et de la direction des agences réglementaires. Jennifer se pencha en avant. Mais pour ce qui est de l'empêcher de détruire une autre famille. Votre femme pourrait écouter si elle comprend un schéma. Ma femme pense que nous inventons tout, admis-je. Lefebvre l'a convaincu que nous sommes tous des ex-maris jaloux essayant de saboter son bonheur. Alors nous lui montrons la documentation qu'elle ne peut pas rejeter, dit David. Les relevés bancaires, les documents judiciaires, les témoignages sous serment, rendons-lui impossible de prétendre ignorer. Delphine ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais. J'ai préparé un dossier complet sur les activités de Lefebvre. Fraude financière, inconduite d'entreprise, complot en vue de commettre un vol par tromperie. Nous déposons ces accusations demain matin.
Quel est le calendrier? Demandai-je. Hachette et Associés recevra la plainte avant midi, répondit Delphine. Lefebvre sera suspendu en attendant l'enquête dans les heures qui suivent. Son accès aux ressources d'entreprise sera immédiatement révoqué. Sarah Rodriguez sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. Messieurs, Amaury Lefebvre a opéré en supposant que ses victimes souffriraient en silence. Il est sur le point d'apprendre que certaines personnes se battent. Ce soir-là, j'ai été chercher Gabriel à son programme après l'école et je l'ai emmené manger une pizza. Il a parlé de sa prochaine pièce de théâtre scolaire, complètement inconscient de la guerre juridique menée autour de sa famille. « Papa, est-ce que maman et toi vous disputez ?» demanda-t-il soudainement, son petit visage sérieux. « Pourquoi demandes-tu ça, mon grand ?» répondis-je, même si mon cœur se brisait. Elle pleure beaucoup. « Et toi, tu dors sur le canapé maintenant ?» observa-t-il avec la brutalité honnête d'un enfant de 7 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Parfois, les adultes ont des problèmes qu'ils doivent résoudre, mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours un papa et une maman qui t'aiment très fort. Il hocha solennellement la tête, puis retourna à sa pizza. Je le regardais manger, mémorisant ce moment d'innocence avant que son monde ne change à jamais. Demain, Amaury Lefebvre apprendrait qu'il avait choisi la mauvaise famille à détruire. Mais ce soir, je voulais juste être un père dînant avec son fils, le protégeant de la tempête qui s'annonçait aussi longtemps que possible. L'appel de Hachette et Associés est arrivé un mardi matin. Amaury Lefebvre avait été immédiatement licencié. Son accès d'entreprise révoqué et des poursuites pénales étaient déposées. Ma stratégie juridique coordonnée avait fonctionné, mais je n'étais pas satisfait de simplement détruire sa carrière. J'avais besoin qu'il comprenne ce qu'il m'avait coûté. J'ai trouvé Lefebvre au bar Murphy dans le 1er arrondissement, sirotant un whisky à 14 heures. Il semblait plus vieux, vaincu, pas du tout comme le prédateur confiant qui m'avait confronté lors de cette soirée d'entreprise. « Rémi Dubois », dit-il sans lever les yeux alors que je m'asseyais à côté de lui. « Je viens vous livrer un message », répondis-je, commandant impérié. « Tu m'as dit lors de cette soirée que je n'avais aucune idée de qui j'avais affaire. Tu te souviens ?» Lefebvre rit amèrement. « Oui, je m'en souviens. Il s'avère que c'était moi qui ne savais pas. Tu pensais avoir affaire à un autre mari faible qui s'écraserait face au défi. » Continuai-je. « Ce que tu as réellement fait, c'est déclarer la guerre à quelqu'un qui gagne sa vie en créant des entreprises. Quelqu'un qui sait rechercher, planifier et exécuter des stratégies. Alors, vous avez gagné, dit Lefebvre en vidant son verre. Félicitations. Vous avez détruit ma carrière, ma réputation, mon avenir. Heureux maintenant? Je n'ai pas fini, dis-je calmement. Jennifer Torres, David Chin, les autres familles que vous avez détruites, elles déposent des plaintes civiles. Vous allez passer la prochaine décennie au tribunal à payer pour ce que vous leur avez fait. Le visage de Lefebvre pâlit. C'est impossible. Le délai de prescription ne s'applique pas aux entreprises criminelles en cours. J'ai terminé. Chaque famille que vous avez ciblée, chaque mariage que vous avez détruit, tout est lié. Un grand complot qui est enfin exposé. Je me levai, laissant de l'argent sur le bar. Amaury, tu avais raison sur une chose. Certaines personnes sont faites pour de plus grandes choses. Mais tu as confondu comportement prédateur et ambition. Maintenant, tu vas apprendre la différence. Alors que je m'éloignais, Lefebvre a crié, « Et Clotilde? Et votre mariage ?» Je me suis arrêté à la porte. C'est entre ma femme et moi. Mais grâce à vous, elle sait enfin à quoi ressemble la vraie loyauté. Mes beaux-parents m'ont choisi plutôt que leur propre fille. Ma communauté s'est ralliée à moi. Même mon entreprise est plus forte que jamais. Et vous, j'ai appris que j'étais plus fort que je ne le pensais, répondis-je. Merci pour la leçon. Dehors, maître Delphine Marchand m'attendait près de ma voiture avec les papiers de divorce finaux. Clotilde les avait signés ce matin-là, acceptant un règlement minimal en échange de la garde partagée de Gabriel. Elle m'a demandé de vous dire quelque chose. Delphine dit qu'elle est désolée pour tout ça. J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose d'approchant de la paix pour la première fois depuis des mois. Amaury Lefebvre avait essayé de détruire ma vie, mais il m'avait en fait montré qui étaient mes vrais alliés. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être brisé.
6 mois plus tard, j'aidais Gabriel à faire ses devoirs quand la sonnette retentit. À travers la vitre, j'ai vu une femme aux cheveux châtains et au sourire nerveux tenant un plat de gratin. Madame Dubois, je suis Béatrice Lambert de la rue d'à côté. J'ai entendu parler de votre situation et je voulais vous dire à quel point je suis désolé. Merci, répondis-je. C'est très gentil. Je voulais aussi vous dire à quel point je suis impressionné par la façon dont vous avez géré tout ça, continua-t-elle. Mon ex-mari m'a quitté et notre fille l'année dernière pour sa secrétaire. Vous regardez vous battre pour votre famille, pour votre intégrité. C'est inspirant. Nous avons parlé pendant 1 heure sur le porche avant, tandis que Gabriel jouait dans le jardin. Béatrice était enseignante, récemment divorcée, élevant seule sa fille de 10 ans, Emma. Elle était intelligente, équilibrée, et avait ce genre de force tranquille que j'avais appris à apprécier. « Papa, qui est cette dame gentille ?» demanda Gabriel quand Béatrice partit. « Une nouvelle amie, répondis-je, et je réalisai que j'avais hâte de la revoir. Mon entreprise avait doublé de taille grâce à la publicité de l'affaire Lefebvre. D'autres chefs d'entreprise qui avaient traversé des divorces difficiles recherchaient mes services, faisant confiance à quelqu'un qui comprenait leurs défis. Clotilde avait déménagé à Marseille pour un nouvel emploi, rendant visite à Gabriel un week-end sur 2. Nos interactions étaient polies, professionnelles, entièrement axées sur le bien-être de notre fils. La colère s'était estompée, remplacée par quelque chose comme de la pitié pour ce qu'elle avait perdu. Amaury Lefebvre était en prison, purgant 18 mois pour fraude d'entreprise et complot. Les poursuites civiles lui avaient tout coûté. Sa maison, ses économies, même son diplôme d'avocat lui avait été retiré. « Papa, dit Gabriel un soir alors que je le bordais. Est-ce que tu es heureux maintenant ? Oui, mon grand, répondis-je, surpris de réaliser que c'était vrai. Je crois que oui. Bien, dit-il avec lassitude. Tu mérites d'être heureux. 3 mois plus tard, Béatrice et moi sommes allés dîner. 6 mois après cela, elle et Emma ont rejoint Gabriel et moi pour le déjeuner de la Toussaint. 1 an plus tard, elle a dit oui quand je l'ai demandé en mariage. Nous avons eu un petit mariage dans le jardin des Martins, à Meudon. Ils sont devenus grands-parents pour la fille de Béatrice aussi. Prouvant que parfois, les familles que nous choisissons sont plus fortes que celles dont nous sommes issus. En regardant en arrière, Amaury Lefebvre pensait m'enseigner une leçon sur le pouvoir et la manipulation. Au lieu de cela, il m'a enseigné la résilience, la loyauté et la différence entre être silencieux et être faible. Certains hommes se brisent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. D'autres découvrent qu'ils étaient plus forts qu'ils ne l'avaient jamais su. J'étais reconnaissant de découvrir de quel genre j'étais.